En 987, le dernier roi carolingien décède sans successeur. Comme le voulait la coutume, le nouveau roi, Hugues Capet, est élu. Bien que roi, Hugues et ses premiers successeurs restent des seigneurs faibles, car leur domaine royal représente une infime partie du royaume. De grands seigneurs, à l'image du duc d'Aquitaine, sont alors à la tête des territoires bien plus vastes, et leur rôle dans le choix des monarques en font les véritables maîtres du royaume. Même s'il n'est pas le plus puissant, Hugues Capet a une idée géniale pour renforcer le pouvoir royal. Il désigne, dès son vivant, son fils aîné comme successeur. C'est l'établissement de la dynastie capétienne fondée sur la primogéniture. Pour rendre ce pouvoir encore plus incontestable, les souverains se font tous sacrer en la cathédrale de Reims. La cérémonie débute par l'onction afin d'affirmer l'origine divine du pouvoir. S'ensuit la remise du sceptre, de l'épée, puis de la couronne. Redevables et donc vassals de personne, les rois dominent la pyramide vassalique. Les symboles garantissent la place du monarque, mais une fois sur le trône, comment procèdent-ils pour étendre leur influence? Premièrement, ils agrandissent leur territoire grâce aux héritages, mais aussi au mariage. Ainsi, les épousailles de Louis VII avec Aliénor d'Aquitaine ont permis à le remarié de mettre la main sur l'immense duché d'Aquitaine. Inversement, en 1308, Philippe le Bel marie sa fille à Édouard de Plantagenet, son vassal pour l'Aquitaine, mais aussi futur roi d'Angleterre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous venons de recevoir une triste nouvelle. Charles IV le Bel, notre roi, est mort en 1328. Cas inédit, il laisse le royaume sans héritier mâle. Pour répondre à nos questions, nous avons Stéphane, un expert au téléphone. Bonjour, bonjour à tous. En effet, oui, le roi a toujours une sœur, Isabelle, mais il y a un petit souci, presque rien. Souvenez-vous, cette bonne Isabelle est mariée au roi d'Angleterre. Mais le pire, vous savez quoi? Le pire, c'est que son fils, l'héritier potentiel du royaume de France, est aussi le futur roi d'Angleterre. Merci, Stéphane Bern. Pendant ce temps-là, à Paris, rien ne va plus. Les Français veulent savoir. Nous avons avec nous un juriste qui nous dit utiliser les grands moyens. Et en exclusivité pour Histoire TV, il nous annonce avoir découvert une coutume vieille de près de 10 siècles, la loi salique. Je pense que nos téléspectateurs sont maintenant rassurés. Mais pouvez-vous nous expliquer ce qu'est concrètement la loi salique? Bien sûr, c'est tout simplement la couronne de France qui ne peut pas se transmettre par les femmes, mais seulement par les hommes. Le roi d'Angleterre est donc disqualifié au profit du plus proche cousin, c'est-à-dire Philippe VI de Valois. Ces conflits entre rois sont au fondement de la guerre de 100 ans. C'est l'occasion pour les souverains d'étendre leur territoire, mais surtout de prendre la tête de la noblesse contre un ennemi commun, et enfin de professionnaliser l'armée. En effet, dès 1261, Louis IX limite les guerres privées et impose la justice du roi qui surplante celle des seigneurs. Enfin, dès Philippe Auguste, le roi se réserve l'exclusivité de la frappe monétaire et l'administration royale renforce progressivement son influence avec des représentants dans tout le royaume, les baillis ou sénéchaux.
Pour conclure, de l'avènement des Capétiens à la fin de la guerre de 100 ans, le pouvoir royal s'affirme en se sacralisant, en soumettant les grands seigneurs et leurs territoires, mais surtout en mettant en place une administration, base de l'État moderne.